Merci Roland et bonjour à tous. Donc c'est mon tour de venir compléter ce qui a été dit ce matin par des propos qui tourneront autour de la posture stratégique de notre pays et dans un monde assez compliqué. Et peut-être de vous introduire dans quelques-unes des idées que j'ai développées dans le livre dont nous parlait Roland, qui est pour moi un livre qui est un effort de synthèse sur à la fois la réalité du monde dans lequel nous vivons, et je vais vous en dire deux mots, et puis sur les atouts, responsabilités et valeurs de la France qu'il convient de développer aujourd'hui pour pouvoir tirer notre épingle du jeu dans une période complexe, mais une période qui n'est pas du tout une période stabilisée. Nous sommes tous nés dans une période relativement différente, la période de la guerre froide, où l'état des lieux stratégiques était relativement figé, avec des règles du jeu bien connues. Nous vivons aujourd'hui et nous vivrons demain, et nos enfants vivront encore après-demain, dans un monde dans lequel les règles du jeu sont très différentes, dans lequel la fluidité sera telle qu'il sera assez difficile de sortir, je dirais, indemne de cette réalité-là. Alors ça a été dit assez bien et brillamment par les autres. Je crois que cet effort d'intelligibilité du monde est un effort tout à fait important sur lequel nous devons aujourd'hui nous pencher. Si nous perdons ce combat de l'intelligibilité du monde, c'est-à-dire si nous acceptons de ne pas comprendre pour nous rallier aux explications des autres, eh bien nous aurons perdu une grande partie de la spécificité de la France, c'est-à-dire cette capacité à comprendre le monde et à se projeter pour pouvoir faire valoir ses valeurs, ses vertus et son génie. Le génie de la France est d'ailleurs le titre du premier chapitre du livre que j'ai écrit. Le génie de la France, tout simplement pour comprendre que nous venons de quelque part et nous devons aller quelque part. Et notre dépendance aujourd'hui au monde est quelque chose de naturel qu'il faut assumer, mais qui ne doit pas nous empêcher d'avoir un projet. Alors c'est vrai que nous vivons actuellement, et je vais faire mon travail en deux temps, je vais être bref, Roland, je parlerai moins de questions militaires, peut-être que tu l'as annoncé, mon travail en deux temps pour vous donner ma compréhension de cette réalité du monde d'aujourd'hui, un monde sans ressemblance, un monde que nous n'avons jamais vécu, mais un monde qui est confronté à des défis et des incertitudes dont on ne dit pas assez qu'elles sont uniques. C'est quelque chose que nous ne savons pas. Nous abordons l'inconnu, nous sommes dans le brouillard stratégique. Ça sera le premier temps de mon propos. Le deuxième temps de mon propos sera de vous dire à quel point je pense qu'il est indispensable de relancer le récit national français qui est en panne. Il est en panne parce que le monde est trop complexe, avec une intelligibilité trop faible de la part de nos élites, pour que nous puissions aujourd'hui, je dirais, offrir à nos compatriotes un projet de qualité. Alors, mon premier temps, donc, ce monde sans ressemblance, on en a déjà abondamment parlé. Je voudrais simplement attirer peut-être votre attention sur le point suivant. Nous sommes dans un monde extrêmement fluide, c'est-à-dire qu'il bouge énormément. Et cette réalité du mouvement est une réalité dont nous n'avons peut-être pas assez pris la mesure, et nous sommes dans une position relativement défensive parce que nous ne mesurons pas tout ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même trois défis d'une importance absolument majeure, gigantesque, que la planète n'a jamais connue. D'abord, depuis que nous sommes nés, sachez que, pratiquement nous sommes tous un peu avec des cheveux blancs, peut-être pas David, mais sachez qu'en gros, la population de la planète a triplé. Et que nous sommes dans un flux démographique d'une ampleur absolument considérable qui change absolument tout. Tout dans le mouvement économique, tout dans le mouvement des idées, tout dans les rapports des forces. La France, c'est aujourd'hui 0,8% de la population mondiale, et c'est moins d'1% de son chiffre d'affaires. Nous venons d'un pays qui a été dans une position beaucoup plus favorable il y a encore assez peu de temps. Et nous étions, même si nous sommes aujourd'hui encore la 6e puissance économique mondiale, et nous pourrions être rétrogradés très vite dans les 15 ans qui viennent, au-delà de la 10e place, nous sommes encore dans le top 10, pour parler anglais, de ce qu'est le monde. Mais nous sommes dans un système qui évolue extrêmement rapidement. Je n'insiste pas sur ces trois défis, vous les connaissez, mais la démographie est d'une importance telle que si nous méprisons cette discipline, nous ne pourrons absolument pas comprendre le monde d'aujourd'hui. Nous sommes dans les 15% du monde occidental qui peuple la planète. C'est très peu. Nous sommes des minoritaires et le monde est organisé autour de nos valeurs et de nos structures et notre expérience politique. Il vient en mal qu'il se recale. Ce recalage est obligatoire, c'est un recalage tout simplement de la densité du monde. Je n'insiste pas, j'ai écrit beaucoup là-dessus, et vous trouveriez des écrits nombreux sur cette question. Le deuxième défi auquel nous sommes confrontés, qui change tout sur la planète également, c'est ce défi, je dirais, de l'exigence écologique. Nous avons l'impression qu'une vibration traverse cette planète aujourd'hui, qui est la vibration du manque. Nous avons peur de manquer. Et ça se traduit, la COP21 en est parfaitement, je dirais, le témoignage, mais ça se traduit par toute une série de mouvements de conflictualité dans le monde dans lesquels nous sommes impliqués.
Je n'insiste pas, l'oublier serait une grave erreur pour penser la France de demain. Le dernier mouvement a été largement évoqué, c'est le défi de la globalisation des marchés, c'est-à-dire ce qui fait que chaque homme est devenu un consommateur et non plus un citoyen. Et je reviens à ce que disait Hervé Juvin en début tout à l'heure sur cette question de l'individualisation du monde, mais aussi sur l'incapacité à former des projets collectifs, puisque chacun finalement n'est d'abord qu'un agent économique. Je m'en tiendrai là, mais à cette réalité de ces trois défis, je voudrais ajouter 4 incertitudes qui me paraissent absolument essentielles, dans lesquelles la France est plongée, qui concernent directement notre devenir. Ne pas les avoir en tête, ces incertitudes, c'est se priver d'éléments de compréhension, cette intelligibilité, encore une fois, qui est absolument nécessaire. 4 incertitudes, je les cite pour mémoire, ça vous les connaissez parfaitement. On a parlé de l'Empire américain, tous les empires s'effondrent, tous les empires se cassent. Est-ce que nous sommes arrivés à l'apogée de l'Empire américain? Moi, je le crois profondément, et je pense que les États-Unis n'existeront plus sous forme d'empire avant 20 ou 30 ans. Et donc, c'est très bien de fustiger les États-Unis, c'est bien de le montrer du doigt, mais je pense que nous assistons à une décomposition des États-Unis qui a déjà démarré, comme la décomposition soviétique avait démarré sous nos yeux avant qu'on l'identifie. Il faut donc qu'on se mette, nous Français, dans l'idée que ce pouvoir américain dont on a abondamment parlé est un pouvoir qui est en fin de vie, vraisemblablement. Le président Obama a été élu, il a même reçu le prix Nobel pour ça, pour essayer de faire ressortir un nouveau destin des États-Unis. Donc, décadence ou révolution, décadence ou transformation. Je pense que les États-Unis, aujourd'hui, sont dans une phase de décadence. Et nous assistons, je dirais, à des soubresauts d'un pouvoir qui va se disloquer d'une manière que je ne connais pas, mais sur laquelle beaucoup de scénarios ont été écrits. Première incertitude, si les États-Unis s'effondrent d'une manière ou d'une autre, ou se disloquent, ou se désunissent, eh bien nous en subirons les conséquences. Deuxième incertitude, vous la connaissez, c'est bien sûr son partenaire chinois, un partenaire chinois qui est beaucoup plus fragile qu'on ne le dit, un partenaire dont, je dirais, la consistance est liée par un parti communiste et une population Han, dont la cohérence d'ensemble n'est pas si évidente que cela. Et d'ailleurs, le Parti communiste chinois s'en inquiète beaucoup, toute son activité tourne autour du maintien de cette cohésion chinoise qui n'est pas garantie. Donc, incertitude, si la Chine devait se disloquer elle-même, se désunir, eh bien toute l'organisation du monde en changerait et la nôtre serait impactée immédiatement. Troisième incertitude, vous le savez bien, c'est le projet européen. Les institutions européennes ne feront plus l'affaire. Nous sommes arrivés, je dirais, au plafond de l'intégration, on ne sait plus s'intégrer, et on est rentré dans une phase tout à fait étonnante de désintégration. C'est-à-dire que ce que nous avons intégré, comme paraît excessif aux peuples européens, nous sommes en train de se désintégrer, c'est-à-dire de renoncer à toute partie des rêves, sans doute des rêves, mais également des réalisations. Et donc, cette incertitude sur l'avenir européen, qui était quand même, je vous le rappelle, le plus grand choix stratégique de la France depuis la Deuxième Guerre mondiale. Tous les gouvernements, toutes les législatures se sont organisées autour de ce pari européen, qui est un pari perdu. En tout cas, l'Union européenne ne porte plus le rêve européen aujourd'hui, et n'est pas prête de le porter à demain. Ce qui ne veut pas dire que la nécessité européenne a disparu, mais simplement, je pense que l'Union européenne ne peut plus la porter. Et dernière incertitude, pardonnez-moi, ça fait quand même beaucoup, c'est l'Afrique. L'Afrique à nos portes. L'Afrique aujourd'hui, dont la population vient de doubler et qui va encore doubler d'ici la fin de ce siècle. L'Afrique est totalement désunie, n'a pas de projet collectif, n'a que 54 pays pour la gérer. Et l'État en Afrique ne fonctionne pas bien. Vous avez de multiples exemples. J'insiste pas, mais vous voyez bien qu'on ne peut pas comprendre la position de la France et sa dépendance ou son indépendance et son projet si on n'a pas en tête cette espèce de réalité, de fluidité du monde qui fait que tout ce sur quoi on a fondé notre stratégie jusqu'à maintenant, eh bien, ne fonctionne plus. J'ajouterai en passant quand même que le modèle sur lequel nous fonctionnons, c'est-à-dire une démocratie, une économie libérale, un État, est un modèle extrêmement affecté par toute une série d'éléments. On ne peut pas dire que la démocratie fonctionne bien aujourd'hui dans les pays de l'OCDE, elle ne fonctionne pas très bien. Regardez les grandes coalitions, regardez ce qui se passe un peu partout. On n'arrive pas à avoir un projet politique qui tienne la route, en France comme ailleurs, mais ce n'est pas une affaire française. Et je dirais que la démocratie est en danger quelque part, ça a été dit avec d'autres mots tout à l'heure. Je dirais aussi que l'État partout est en difficulté. L'État, trop petit pour les grandes choses, trop grand pour les petites choses. Cet État ne sait pas où se positionner, il est complètement écrasé entre deux réalités, la réalité des marchés dont on a beaucoup parlé, la réalité des médias dont on n'a pas assez parlé encore, et donc l'État ne sait plus très bien où se mettre, il est dépassé en haut et en bas, et donc au fond l'État est fragilisé, l'État est en danger. Et enfin, je dirais l'économie est tellement mondialisée qu'il est très difficile d'avoir une politique économique indépendamment des autres, et donc on est dans une espèce de dépendance. Voilà, donc je vous ai apporté ma petite brique
pour compléter le dispositif qui a été fait par mes prédécesseurs ici à cette table, pour vous dire que nous avons besoin d'une stratégie, la France a besoin d'une stratégie pour cette période d'entre-deux stratégique. Nous sommes dans un entre-deux depuis la fin de la guerre froide, depuis 25 ans. Dans un entre-deux, nous ne savons pas quel est le prochain état stable. Je n'envisage pas, comme stratégiste, qu'il y ait un état stable avant 20 ou 30 ans. C'est-à-dire qu'il nous faut une stratégie pour des moments fluides. Et c'est ça que la France doit aujourd'hui faire, c'est se penser dans un moment fluide. Et non pas résister au monde qui va, elle ne peut pas le faire. Mais il faut qu'elle s'adapte à ce monde qui est devant nous, et dans un moment fluide. Et donc, je vous ai dit que toute l'infrastructure politique, économique et sociale du monde est en plein changement. Eh bien, à nous de trouver quelque chose. Et je dirais que, pour revenir du Maghreb où j'étais la semaine dernière, on est attendu là-dessus. Qu'est-ce que vous faites? De quoi parlez-vous à Paris? Est-ce que vous avez trouvé une solution? La France est attendue. La France a toujours été, dans son histoire, à l'avant-garde de la réflexion. Et aujourd'hui, elle semble complètement dans la déprime. La France fait fragile aujourd'hui. C'est question d'autorité, question aussi de pertinence de ses positions internationales. Notre ami Richard Rebellion nous en a parlé aussi, mais vous voyez donc, nous sommes attendus, nous avons un devoir d'être vaillants dans cette période, et pour cela, il faut relancer notre pays, reprendre le récit national là où il était abandonné il y a quelque temps, et plusieurs législatures, et il faut donc faire cet effort de relance pour retrouver notre récit national et redonner dans la réalité du monde tel que nous l'apercevons, avec, je dirais, le réalisme qui doit caractériser notre vision, et non pas, je dirais, l'alignement sur un bloc occidental rêvé ou sur un atlantisme fantasmé. Il faut faire ça avec ce que nous sommes. Il faut donc reprendre notre récit national. Et c'est donc maintenant la deuxième partie de ce que je voudrais vous dire. Comment fait-on? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour lancer ça? Alors, j'ai détaillé ça. La moitié de mon livre est, première partie, il y a 13 chapitres. Et donc, il y a en gros 6 chapitres pour vous dire que ça ne va pas bien, et 6 chapitres pour vous dire comment il faut faire. Je vous invite à le lire. Non pas parce que j'ai envie de vous vendre mon livre, mais parce que je pense que j'ai fait cet effort et que je voudrais que cet effort serve à quelque chose dans notre pays aujourd'hui. Nous sommes à 1 an des élections présidentielles. J'ai fait ce livre en y pensant, en me disant, au fond, fournissons une sorte de liste de propositions. Alors, je crois, et ça sera la deuxième partie rapide, parce que je vais au galop pour vous dire ces choses-là, mais bien sûr ça mériterait de long développement. Je crois qu'il y a 3 grands axes à une réflexion de relance de la France, qui sont les suivants. Je crois qu'il faut faire l'effort de la lucidité, premier axe, mieux identifier nos faiblesses, nos fragilités, et mieux identifier nos vulnérabilités. Tous les temps précédents ont été des temps dans lesquels on faisait des analyses de la menace. Moi je pense que la menace c'est l'extérieur, moi je pense qu'il faut regarder à l'intérieur. Il faut regarder nos propres fragilités, il faut aller très loin dans l'étude de nos vulnérabilités de façon méthodologique, de façon scientifique. Ces vulnérabilités, elles s'étalent dans nos journaux tous les jours par petits morceaux. Il faut les rassembler, les théoriser un petit peu. Où sont les vulnérabilités de la France aujourd'hui? Premier axe. Deuxième axe de ma réflexion sur la relance de la France, et si on ne fait pas ça, vous vous rendez bien compte qu'on n'y arrivera pas. Si on ne sait pas qui on est, il faut savoir qui on est, où on en est, qui on est. Deuxième axe, et bien sûr, il faut valoriser nos atouts. Or, curieusement, la plupart des pays du monde pensent que la France a beaucoup d'atouts. Mais nous, les Français, nous ne connaissons pas ces atouts. Et ces atouts, nous ne les valorisons pas parce que nous ne les avons pas suffisamment identifiés et nous ne savons pas les jouer intelligemment, et je vous en parlerai. Et le troisième axe de notre relance, c'est bien redéfinir nos responsabilités dans le monde, non pas d'être le phare qui éclaire l'avenir, comme on l'a cru parfois à certaines périodes de notre histoire, mais être dans nos responsabilités, bien gérer notre propre histoire. Je vous ferai 3 focus en finale là-dessus. Et donc, on les sépare de tout ça. On les sépare de ces 3 grands axes que je viens de vous dire. Réduire nos vulnérabilités, mieux se servir de nos atouts et mieux assumer nos responsabilités. Dans le mot responsabilité, je case aussi la réflexion sur nos valeurs. Nous avons des valeurs qui nous unissent. Ces valeurs sont aujourd'hui répertoriées dans notre devise républicaine, dont je vous ferai remarquer que la fraternité est certainement la partie la plus congrue, celle qui est la plus complètement écrasée entre liberté et égalité. Liberté et égalité ont tué la fraternité dans notre pays. Et je crois que si nous ne savons pas aujourd'hui restaurer cet élément essentiel de la devise républicaine, et si nous ne savons pas desserrer les taux de la liberté et de l'égalité pour faire de la place à la fraternité, eh bien nous serons un peuple qui aura compté mais qui aura disparu. Alors, pour aller rapidement, donc, sur ces vulnérabilités, il y a bien sûr cette question essentielle, ces fragilités de la cohésion nationale,
est une question absolument considérable, sur laquelle on ne peut pas faire d'impasse. C'est une affaire essentielle, non seulement savoir qui nous sommes, mais savoir pourquoi nous sommes devenus si fragiles. Il faut donc se pencher à nouveau, ausculter notre pays et le regarder en face. Il y a des hommes politiques qui font ça, plus ou moins bien. Je pense qu'il y a un effort collectif à faire de l'échiquier politique pour regarder ça avec réalisme. Et c'est une question qui est aujourd'hui essentielle, c'est une question, je dirais, de sécurité nationale. On ne peut pas déclencher les opérations sentinelles, mettre des policiers partout, on ne peut pas suivre tout si on n'a pas compris quelles étaient les fragilités de notre pays. Il faut donc aller très loin dans ce domaine. Il y a beaucoup de structures sur lesquelles j'invite à être réaliste sur ce sujet. Sur nos atouts, je voudrais en citer 3 quand même, que nous ignorons à peu près généralement. Même si les autres le savent bien. Quand Hervé Juvin nous parle de Sanofi qui va disparaître après Alcatel et Alstom, eh bien, il y a des tas de pays au monde qui savent très bien que la France a une capacité exceptionnelle, celle de la gestion industrielle des grands ensembles complexes. Cette capacité qui nous vient des temps colbertistes, qui est passée par tous les grands ensembles industriels français, les grands groupes, les grands arsenaux, tout ce qu'on a, la grande politique industrielle de la France. Il n'y a que la France qui sait faire le A380, les Allemands le savent très bien, donc on le fait, ils viennent se mettre sous notre houlette pour le faire. Il n'y a que la France qui a su faire, en temps utile, Ariane Espace, il n'y a que la France qui sait faire un certain nombre de choses. Et donc, les sous-marins, moi je suis sous-marinier, c'est mon métier, les sous-marins nucléaires, c'est quelque chose d'exceptionnellement compliqué et de formidablement réussi, avec des moyens qui sont assez limités, mais on sait faire ça. La France a cette capacité de management, de conduite, d'organisation, de structuration de grands ensembles industriels. Songez que c'est quelque chose d'exceptionnel dans le monde. Et en tout cas, tous nos partenaires industriels le savent. Et donc, ils veulent s'associer à notre capacité. Cette capacité-là, il faut que nous la valorisions mieux. La désindustrialisation de la France est une réalité. Nous avons à un moment donné l'un de nos atouts majeurs, parce que nous n'avions pas assez identifié. Nous avons voulu nous lancer dans les activités des autres. Je pense à l'activité financière. Nous ne serons jamais la place de Londres, ni Wall Street, mais nous serons toujours la capacité industrielle. Alors valorisons nos atouts. Cet atout-là est un atout majeur qui nous est reconnu par les autres, même s'il n'est pas assez, je dirais, identifié en France. Le deuxième atout que nous avons est une particularité qui est très discutée en France, c'est nos 800 000 naissances. Les 800 000 naissances françaises, certains vous diront très clairement que ce ne sont pas des vrais Français. Moi, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a 800 000 personnes qui, aujourd'hui, arrivent en France, qui sont toutes neuves, et qui représentent une force de travail. Je suis moi-même grand-père, comme un certain nombre de personnes ici, et je pense que nous avons à mieux identifier les ressorts de la vitalité française. La France est, dit-on, dépressive, elle ne va pas bien, mais elle fait des enfants. Pourquoi fait-elle des enfants? C'est un ressort profond qu'il faut que nous ayons beaucoup plus sur lesquels nous devons avoir beaucoup plus d'attention, parce que les politiques familiales de la France sont des choses absolument essentielles et ont contribué, ce qui a été cité ce matin, ont contribué à l'énergie de la France. Il ne faut pas renoncer à ça, il faut mieux même aller beaucoup plus loin. Regardons comment l'Allemagne a dû gérer sa pénurie, je dirais, démographique. Regardons comment la France ne gère pas, je dirais, sa vitalité démographique. C'est un atout énorme. Il faut aujourd'hui donner toute la place dans notre politique. Et le dernier atout que nous avons, et il va vous paraître paradoxal, mais quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est là où nous sommes. Nous sommes au cap occidental du grand continent eurasiatique. Et si vous regardez ce cap occidental, quelque chose qui ne frappe personne, mais qui pour moi frappe considérablement, nous sommes le mieux placés dans toute l'aventure maritime du monde. Nous sommes à l'endroit le mieux placé. Et nous n'avons aucune politique maritime en France. C'est le monde, et regardez ce qui vient de se passer, on vient de vendre des paquebots, on vend des sous-marins, on est considéré comme, ça c'est le premier atout, capacité industrielle, on sait très bien faire ces choses-là. Comment se fait-il que la France continue à tourner le dos à la mer, alors que la mondialisation passe fondamentalement par les échanges maritimes, que 98% des échanges en bons et rues dans le monde passent par la mer, et que la France n'a pas un port qui fonctionne, que la France est si bien placée, et que tout le monde va lui prendre son trafic maritime, que nous avons les meilleurs sous-marins du monde, sans doute, nous sommes les seuls capables à faire des paquebots, que nous savons faire des choses magnifiques, et rappelez-vous aussi que l'industrie navale est bien plus productrice d'emplois que l'industrie aéronautique. L'industrie navale, c'est des milliers de travailleurs, des dizaines de milliers de sous-traitants. L'industrie aéronautique, c'est beaucoup plus pointu, c'est beaucoup plus spécialisé. Je n'insiste pas sur ces 3 atouts, mais ne pas avoir conscience et valoriser ces atouts, ne pas fonder une politique de relève de la France, de relance de la France,
sur ces trois atouts, c'est visiblement être aveugle ou borgne dans une période où, je dirais, le monde est en plein développement, en pleine fluidité. Nous avons des atouts, utilisons-les. J'ajouterais que nous avons aussi des territoires d'outre-mer. Nous sommes placés partout dans le monde. Je suis le marin qui vous parle là. Mais quand même, faites le tour du monde par la mer, vous verrez que nous sommes partout. Nous sommes légitimes partout, nous sommes anciens partout, nous sommes acceptés partout, nous faisons des médiations partout, parce que nous sommes de la mer. Malheureusement, nous n'avons aucune politique maritime. Alors, je crois que, une fois que je vous ai dit ces atouts, je voudrais vous dire quels sont les projets qu'il faut assumer aujourd'hui pour exercer nos responsabilités. Je pense que la France a à définir une autre Europe. La France a tellement misé sur l'Europe qu'elle ne peut pas se satisfaire de l'échec de l'Union européenne actuelle. Et donc il nous faut une nouvelle Europe. C'est d'ailleurs la conclusion de mon livre. Et cette Europe, je ne la vois pas autrement que géopolitique. Il n'y a pas d'autre Europe que géopolitique. Ça veut dire que l'Europe ne peut être que de l'Atlantique à l'Oural et du Cap Nord au Sahel. Le premier, vous l'avez déjà entendu, le général de Gaulle. Le second, c'est de moi. Et bien sûr, vous allez l'entendre difficilement. Mais je vous assure que rentrant du Maghreb aujourd'hui, le Maghreb est un îlot à la dérive qui n'a aucun rattachement et qui a besoin aujourd'hui de s'ancrer quelque chose. Il doit s'ancrer, et c'est une thèse que je défends avec beaucoup de vigueur depuis longtemps, il doit s'ancrer à l'Europe du Sud. Les trois pays latins ont une responsabilité fondamentale d'arrimer à leur espace, dans la Méditerranée occidentale, la réalité du Maghreb. Le Maghreb, c'est 100 millions d'habitants qui sont aujourd'hui à la dérive, dans une situation très complexe, et qui ont un droit de regard sur notre société française, quoi que vous le vouliez. C'est comme ça que ça se passe. Parce que tout simplement, il y a aujourd'hui un grand nombre de personnes dans notre pays, 10% peut-être, qui ont des racines là-bas, qu'ils soient arabes ou qu'ils ne le soient pas. Et donc il faut être extrêmement attentif aujourd'hui à cette réalité. Il nous faut trouver les moyens d'apaiser les tensions et de créer une communauté de destin avec cette partie du monde, comme nous avons su le créer avec nos voisins allemands. Voilà, ça c'est un projet important, une nouvelle Europe de l'Atlantique à l'Oural, du Cap Nord au Sahel, avec une attention très forte à ce qui se passe en Russie d'abord. La Russie est européenne, elle est fondamentalement européenne. Nous ne pouvons pas nous séparer de la Russie. La puissance de la Terre, on en a parlé, Vladimir en a parlé un instant, la puissance de la Terre, c'est une puissance continentale, c'est aussi une puissance maritime. Et nous avons dans l'Europe à créer l'idée que nous serons un noyau d'1 milliard d'habitants. L'Europe de l'Atlantique à l'Oural et du Cap Nord au Sahel, c'est 1 milliard d'habitants, dans une planète qui en comptera bientôt 10. Et il y a une valeur critique importante. Ça sera certainement une construction européenne différente, moins intégrée, plus par noyau. Et je crois qu'on a parlé de toutes les formules d'architecture possibles avec les noyaux, des cercles concentrés. Peu importe, c'est une Europe qui est fondamentalement géopolitique, avant d'être géoéconomique. Alors, je pense que cette réalité-là nous oblige à regarder différemment notre espace, différemment nos voisins. Et c'est les axes que je propose, une plus grande Europe, un bassin méditerranéen, une aventure océanique, sont pour moi les trois réservoirs d'une relance de la France, une politique résolue de la France, ne saurait ignorer ces trois réalités sur lesquelles la France est attendue, qui sont aussi trois réservoirs de puissance, de croissance et d'identité pour la France. Nous ne pouvons plus continuer à être incapables de gérer l'identité sud de notre pays. Cette identité sud est quelque chose qui mine notre société. Nous ne pouvons pas accepter d'avoir un certain pourcentage de Français qui haïssent la France. C'est impensable. C'est une obligation très importante aujourd'hui de mettre notre nez sérieux dans ces affaires-là. Et donc, voilà où nous en sommes. Et voilà, je crois, quels sont les efforts que nous pouvons faire pour relancer la France. Mieux comprendre le monde, avoir des projets, mieux centrer notre avenir sur nos propres réalités et ne pas avoir peur d'exister et d'être soi-même. Je crois en gros ce que je dis là-dedans, et vous retrouverez le détail. J'ai été trop long, mais je vous remercie. C'est pas trop long, c'est tout à fait passionnant. Ça complétait d'ailleurs un petit peu par une approche légèrement décalée de ce qui avait été dit tout à l'heure. On va peut-être poser des questions, mais après l'exposé de Jean-Michel 4 points, comme vous voulez. Ou alors une question à l'amiral. Oui, David. J'ai une question. Comment dans ce grand ensemble fait-on vivre ensemble ces peuples si différents? Parce qu'on se souvient qu'en Autriche-Hongrie, déjà, il y avait eu un blocage. C'était l'Empire du Royaume, donc autrichien et magyar, et toute la crise s'est nouée autour
l'idée qu'on fasse une tri-alliance où on accepte de mettre un élément slave, la Serbie. Et ça, c'est la volonté du roi Carol à la fin, à partir de 1916, et c'est trop tard, parce que les Allemands l'empêchent. Comment est-ce qu'on fait pour faire cohabiter des Germains, des Slaves, des Latins, avec en plus des Maghrébins, des Scandinaves ou des Russes? Est-ce que c'est possible? Oui, la réponse a déjà été donnée. C'est bien sûr l'affirmation des identités et surtout la mise en œuvre des complémentarités. Il va de soi que nous ne sommes pas tous au même tempo de développement, nous ne sommes pas tous à la même étape de notre développement, et que donc il y a des complémentarités évidentes aujourd'hui sur lesquelles il faut fonder des voisinages vertueux. Il va de soi qu'il ne s'agit pas de se fondre, il s'agit tout simplement de faire des voisinages vertueux. La politique du bon voisinage est une chose qui a été intelligemment pensée dans l'Europe, mais qui n'a pas été mise en pratique. Les voisinages, la notion de voisinage est une notion sur laquelle nous devons revenir profondément, et la notion de complémentarité aussi. Tout ceci se développe assez facilement, David. Moi, je suis prêt à écrire des kilomètres de papier là-dessus, de propositions, parce que c'est assez simple. Prenons un seul exemple. Aujourd'hui, les systèmes scolaires. Les systèmes scolaires sont des systèmes qui s'ignorent. Les récits nationaux sont des récits antagonistes. On raconte ici le mal qu'on pense de là, et réciproquement. Si on a l'idée de mettre un tout petit peu d'ordre là-dedans, si on sait faire, ne serait-ce qu'une chose très simple, qui n'a jamais été faite depuis 40 ans, le jumelage des écoles systématiques. Moi, quand j'étais enfant, j'étais en Allemagne toute mon enfance, parce que j'ai été éduqué en allemand, parce que mon père, et la génération, moi je suis né il y a longtemps, on nous a envoyés en Allemagne tout le temps. On allait en Allemagne à toutes les vacances. On était tout le temps en train de côtoyer les jeunes Allemands. Qu'est-ce qu'on attend pour avoir quelque chose de comparable au XXIe siècle? Peut-être des réseaux sociaux adaptés, peut-être des chaînes de télévision, je ne sais pas, à la façon d'aujourd'hui. Oui, merci. Je vais passer la parole à